Imaginez que les rênes du monde ne soient pas entre les mains des gouvernements, mais entre celles d'une force invisible. Des entités qui décident de la valeur de ce que vous mangez, de la technologie que vous utilisez et même du film que vous regardez le soir. Parce qu'elles ont des parts partout. Dans notre dernière vidéo, on vous a présenté BlackRock, le mastodonte silencieux, une force qui, par son seul nom, a le pouvoir de faire trembler des industries entières. Mais l'histoire est plus complexe. BlackRock n'est que la tête de pont d'un empire plus grand encore. Un empire géré par une triade d'entreprises qui se partagent plus de 21 000 milliards de dollars d'actifs. C'est l'équivalent du PIB des États-Unis. Ces trois géants sont le Big Three, BlackRock, State Street et Vanguard. Si BlackRock est le pouvoir absolu, l'incarnation d'un système financier opaque, quelle est la véritable nature de Vanguard? Son approche est différente. Son image publique est celle d'un ange bienveillant qui travaille pour le peuple. Mais derrière cette façade, y a-t-il la même quête de pouvoir que les autres? Est-ce un ange qui a démocratisé la finance pour nous libérer ou est-ce un architecte d'un nouveau système qui a simplement remplacé une tyrannie par la sienne? Dans cette vidéo, on va mener une analyse précise, méticuleuse et objective sur le véritable visage de Vanguard et l'histoire incroyable de sa création. Imaginez un instant votre enfance. Peut-être qu'elle était simple, mais elle avait une certaine sécurité. Un toit, une famille. La vie de John Bogle, elle a commencé comme un rêve qui a viré au cauchemar. Il naît en 1929, à l'apogée des années folles, dans une famille aisée, avec un père héros de guerre qui gagne des fortunes. Une vie qui semble sans limite. Sauf que vous et moi, on sait ce qui s'est passé cette année-là. Le crash de Wall Street. Et ce jour-là, le monde de John Bogle s'est effondré avec la bourse. Son père perd tout, absolument tout. Du jour au lendemain, il se retrouve au chômage. Il essaye de remonter la pente, de se battre, mais il finit par sombrer dans l'alcool. Cette épreuve a laissé une cicatrice profonde. Bogle, ses frères et sa mère doivent abandonner leur maison et se retrouvent à la rue. Il va grandir avec la peur constante de manquer de tout. Une peur que beaucoup d'entre nous ont peut-être connue dans leur vie. Cette sensation que la moindre erreur peut tout faire basculer. Mais cette misère n'a pas été une prison, elle a été un moteur. Bogle a compris très jeune que la seule chose que personne ne pourrait jamais lui enlever, c'était son éducation. Il se réfugie dans les livres. Il dévore chaque page, non pas par passion, mais par instinct de survie. Son objectif est simple, s'en sortir, se faire une place et échapper à cette pauvreté qu'il a marquée au fer rouge. Si cette quête de réussite vous inspire, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas manquer les prochaines vidéos. Il devient l'étudiant le plus acharné de son lycée. Il n'a pas droit à l'erreur et chaque point compte. Chaque minute d'étude est un pas vers la liberté et à force de travailler, il obtient ce que peu de gens avaient, une bourse complète pour l'une des universités les plus prestigieuses du pays, Princeton. John Bogle arrive à Princeton avec un seul objectif en tête, prouver au monde et à lui-même qu'il mérite d'être là. Mais il découvre très vite que les règles du jeu ont changé. Pour la première fois de sa vie, il n'est pas le plus intelligent de la pièce. Il est entouré de fils de bonne famille, de jeunes hommes qui n'ont jamais connu la peur de manquer d'argent. Il travaille plus dur que quiconque, comme il a toujours fait, mais il ne parvient pas à se hisser au sommet. Pendant 2 ans, ses notes ne décollent pas. Il enchaîne les C et les D. Des résultats qui auraient fait de n'importe qui un perdant. La pression devient insupportable. Il réalise que sa seule chance de s'imposer, ce n'est pas par la force brute, mais par l'audace. Il doit créer quelque chose de vraiment exceptionnel, quelque chose que personne n'a jamais fait. Et l'opportunité se présente lors de sa dernière année. Au moment de choisir le sujet de son mémoire de fin d'études,
Bogle se plonge dans les archives de la bibliothèque, cherchant une idée, une étincelle. Et c'est en ouvrant un magazine de l'époque qu'il va faire la découverte de sa vie. Un article décrit une nouvelle forme d'entreprise d'investissement, le fonds mutuel. À l'époque, c'est un sujet minuscule, obscur, gérant à peine 2 milliards de dollars. La finance, c'est le monde des grandes banques, des courtiers et des spéculateurs. Personne ne se soucie de ces fonds, mais Bogle, lui, voit le potentiel. Il est convaincu que sur le long terme, les Américains auront besoin d'un moyen pour investir leur argent, d'accéder à leur portefeuille diversifié sans y passer leur vie. Sa thèse, l'aspect économique du fonds d'investissement, devient un chef-d'œuvre. Ses analyses et ses prédictions sont tellement visionnaires qu'elles le distinguent de tous ses camarades. Il sort de Princeton avec la mention magna cum laude, c'est-à-dire avec grande louange, une victoire éclatante. Mais il ignore encore que son travail ne va pas seulement lui valoir un diplôme, mais aussi attirer l'attention d'un titan de la finance, un homme qui est sur le point de changer sa vie. C'est ainsi que l'histoire de John Bogle rejoint celle d'un autre géant de la finance, un homme qui avait lui aussi tout perdu avant de se reconstruire. Walter Morgan, le fondateur de Wellington Fund. Morgan était un homme de principe. Après avoir fait faillite, en pariant sur des actions, il avait juré de ne plus jamais succomber à la spéculation. Sa philosophie était simple. Un portefeuille équilibré entre les actions et les obligations pour garantir une croissance lente mais régulière. Une croissance à l'abri des crises. C'était la sécurité par le risque. C'est dans cet environnement que le jeune Bogle, tout juste diplômé, débarque. Morgan, impressionné par le travail du jeune homme, le nomme assistant exécutif. Bogle, qui avait toujours vécu dans la pauvreté, découvre le monde de la haute finance. Il ne perd pas de vue ses valeurs pour autant. Il se plonge corps et âme dans son travail. Apprenant les rouages du métier, Morgan le guide, lui martèle les idées. Le plus important, c'est l'équilibre et surtout que la foule a toujours tort. Pourtant, au fil des années 50, les marchés explosent. Les gens veulent devenir millionnaires, pas épargnés. Le fonds spéculatif ultra risqué affiche des performances insolentes. Le Wellington Fund paraît ennuyeux, dépassé. Mais Bogle, lui, n'est pas là pour faire de la figuration. Il voit dans ce déclin une opportunité. Il met au point un plan audacieux qui va à l'encontre des principes de son mentor. Il veut lancer un nouveau fonds, entièrement basé sur les actions. Contre toute attente, le Wellington Equity Fund est un succès immédiat. Des millions de dollars affluent et Bogle devient le prodigue de l'entreprise. Son ascension fulgurante. À seulement 35 ans, il succède à Walter Morgan et devient le nouveau PDG de l'un des plus grands fonds d'investissement du pays. Il a accompli ce que tout le monde pensait impossible. Vaincre la misère, se faire un nom et atteindre les sommets. Il pense avoir tout gagné. Il ne réalise pas encore que sa soif l'a aveuglé. Le monstre qu'il est sur le point de créer n'est pas la bête qu'il imagine, mais un cauchemar qui va le trahir. Les années 60 arrivent et avec elles l'ère du gogo. L'esprit de spéculation est de retour, plus fort que jamais. La patience et la sécurité de l'approche de Walter Morgan sont devenues des reliques du passé. Les investisseurs ne veulent plus de croissance lente, ils veulent des gains rapides, des fortunes insolentes. Et le Wellington Fund de John Bogle, jadis symbole de succès, commence à ressembler à une vieille voiture rouillée sur l'autoroute de la finance. Les clients partent et le fonds saigne de l'argent. Bogle, le prodigue qui a tout sacrifié pour atteindre le sommet, voit son rêve s'effriter. Il sait que s'il ne fait rien, l'entreprise va s'écrouler. Pris de panique, il décide de s'éloigner des principes de son mentor et d'adopter une stratégie de la dernière chance, fusionner avec un autre fonds. Après avoir été refusé par les grands, il se tourne vers un nom sur toutes les lèvres à l'époque, Ivest.
Un petit fonds ultra agressif et spéculatif. L'exact opposé de tout ce que Wellington représente, mais c'est leur dernière option pour survivre. La fusion est une catastrophe. Les partenaires divers obtiennent un pouvoir immense, avec 40% des parts de la nouvelle entité. Bogle croit qu'il a fait le bon choix, mais il n'a pas vu venir le cauchemar qui vient de s'attirer. Peu de temps après, la crise économique frappe de plein fouet et Ives trop risqué s'effondre. Le fonds de Bogle perd des millions et pendant que tout s'écroule, la santé de Bogle déjà fragile le lâche. Bogle est victime d'une grave crise cardiaque. Il est hospitalisé pendant 6 longues semaines, isolé du monde. Et pendant qu'il se bat pour sa vie, les partenaires divers qu'il a lui-même fait entrer dans son entreprise voient une opportunité. Ils s'allient en secret, conspirent contre lui et exigent sa démission. Bogle est viré de l'entreprise qu'il a passé sa vie à bâtir. Humilié, trahi, il est laissé avec un titre sans pouvoir, celui de président du fonds. Une position vide, conçue pour l'éloigner et le faire taire. Le garçon qui avait tout perdu à cause du crash boursier venait de tout reperdre à cause d'une trahison. Mais il refuse de tomber. Humilié, trahi, mis sur la touche, c'est l'image de John Bogle en 1974. Il est président du Wellington Fund, un titre qui, dans le monde de la finance, équivaut à un videur sans porte. Le vrai pouvoir est entre les mains de la société de gestion, une entité qui lui est hostile et qui ne rêve que sa chute. C'est la plus grande humiliation de sa vie. Mais le John Bogle que nous connaissons ne se laisse pas abattre. Son esprit affecté en quête d'une faille, d'un point de faiblesse, d'une toute petite brèche pour inverser la situation. Et il va trouver cette brèche. Dans les statuts juridiques du fonds mutuel, il y avait un détail, une ligne que tout le monde ignore. Même si le président du fonds ne peut pas prendre de décision d'investissement, il a le pouvoir sur la partie administrative. C'est le déclic. Bogle comprend qu'il peut légalement forcer son fonds à se passer des services de son ennemi juré, la société de gestion. Son premier coup de génie est d'internaliser toutes les fonctions administratives de son entreprise au lieu de payer des millions de dollars à la société de gestion pour qu'elle s'occupe des tâches administratives. Il décide que son fonds gérera tout lui-même. C'est un coup de tonnerre dans le milieu, une décision qui brise toutes les conventions de l'industrie, mais qui, en retour, sauve des millions de dollars aux investisseurs. C'est la première étincelle de la philosophie de Vanguard, l'investisseur d'abord. Et pour marquer cette rupture, il doit tout changer, le nom, le symbole, l'entité. C'est à ce moment précis qu'il se souvient d'un habit de guerre, le HMS Vanguard, qu'il a vu une maquette sur l'étagère de son mentor Walter Morgan des années plus tôt. Un habit qui a triomphé contre toute attente. Ce nom est le symbole de son retour. C'est une promesse. En 1975, il crée une nouvelle société d'investissement appelée Vanguard. John Bogle est de retour. Mais pour faire de Vanguard une véritable forteresse imprenable, il doit aller plus loin que quiconque n'a osé le faire. Son prochain coup de maître ne va pas seulement sauver son entreprise, il va révolutionner l'ensemble du système financier. John Bogle a réussi à s'émanciper de ses bourreaux. Son avis Vanguard est à flot, mais il a un problème. Pour gérer ses investissements, Vanguard est toujours légalement obligé de faire appel à des sociétés de gestion externes comme celle qu'il a quittée, un intermédiaire. Et pour Bogle, tout intermédiaire est un secours pour le client. Il cherche à couper ce lien définitivement, mais la loi est un mur qu'il ne peut franchir, jusqu'à ce qu'il ait une idée folle. Une idée si simple qu'elle est révolutionnaire. Il a observé le marché pendant des années. Il a vu la plupart des gestionnaires de fonds d'actifs sous-performer le marché. Il a compris qu'il est presque impossible de battre le marché sur le long terme. Alors, s'il est impossible de le battre, pourquoi ne pas l'imiter? Et si le meilleur moyen de garder de l'argent n'était pas de choisir les bonnes actions, mais d'investir dans toutes les actions?
C'est ainsi qu'est née l'idée du fonds indiciel. Son concept est d'une simplicité brillante. Créer un fonds qui ne serait pas géré activement, mais qui se contenterait de répliquer les performances d'un indice de référence, comme le S&P 500. Cela permet de réduire les frais à un minimum absolu. L'investisseur n'a plus besoin de payer les gestionnaires de fonds grassement. Mais quand il lance son premier fonds indiciel en 1976, la presse se déchaîne. On l'appelle la folie de Bogle. La finance se moque de lui. On lui reproche d'être anticapitaliste. Pendant des années, le fonds de Bogle peine à décoller, mais Bogle reste inébranlable. Il sait qu'il a raison et patiemment, il attend. Et son pari va finir par payer, lentement mais sûrement. Le fonds indiciel commence à démontrer son efficacité, sa croissance régulière, ses frais minimes et sa capacité à surperformer la plupart de ses concurrents actifs finit par convaincre le public. En 1982, le fonds atteint la barre symbolique des 100 millions de dollars. Bogle a fait l'impossible. Il a transformé la trahison en succès, le ridicule en triomphe et a créé le fonds qui allait changer à jamais la manière dont le monde investit. Mais pour Bogle, ce n'est pas suffisant. Son regard est déjà tourné vers le sommet. Il y a une place à prendre, celle du numéro 1, et un seul adversaire à vaincre, Fidelity. John Bogle, avec son fonds indiciel, a démontré sa force, mais au sommet, un seul nom règne, Fidelity, mené par Ned Johnson, son PDG au caractère trempé. Fidelity est le symbole de la finance agressive et spectaculaire. Son champion s'appelle Peter Lynch, un gestionnaire de fonds dont le nom est sur toutes les lèvres. Sous sa direction, le Magellan Fund de Fidelity a réalisé des performances insolentes, avec des rendements annuels de près de 30% pendant plus d'une décennie. Pour le public, c'est la preuve que le génie du gestionnaire vaut mieux que la médiocrité de l'indexation. Mais pour Bogle, lui, il n'est pas impressionné. Il sait que la performance d'un génie est un feu de paille. Il a un principe en tête. La plupart des fonds actifs finissent par revenir à la moyenne. Il le sait. Il n'a qu'une chose à faire, attendre. Et il attend. À la fin des années 80, Fidelity mise sur des investissements risqués, notamment au Mexique. Quand la crise éclate, c'est la catastrophe. Des centaines de millions de dollars partent en fumée et le roi tombe. Pendant ce temps, le fonds de Vanguard, patient et stable, grimpe. La sagesse de Bogle a eu raison de l'agressivité de Fidelity. En 1995, Bogle est le numéro 1. Il a fait l'impossible. Le moment est parfait pour passer le flambeau. Il nomme son protégé, Jack Brennan, PDG de Vanguard, mais il conserve son titre de président du conseil. Il pense que l'entreprise restera fidèle à ses principes. Il se trompe. Brennan, lui, veut laisser sa propre marque. Il veut faire grandir Vanguard à tout prix. Il veut plus de marketing, plus de produits et surtout, il veut se lancer sur un marché que Bogle déteste, les ETF. Les ETF ou Exchange Trade Funds sont des fonds qui se vendent comme des actions. Une merveille pour le trading à court terme, une hérésie pour Bogle qui a bâti son empire sur le long terme. La guerre éclate donc entre le mentor et son disciple. Bogle est mis à la porte de son entreprise à 70 ans. Il est forcé de prendre une retraite, trahi pour la dernière fois. En 2019, John Bogle s'éteint, mais son empire vit toujours. Un empire qui gère des milliers de dollars. Un empire qui contrôle des pans entiers de notre économie. Un empire qu'il a bâti avec de bonnes intentions, mais qui, comme Frankenstein, a fini par lui échapper. John Bogle a toujours dit qu'il avait créé un ange pour le bien des investisseurs,
mais il n'a pas pu contrôler la manière dont cet ange allait grandir. L'ange que nous avons vu à sa naissance est-il toujours un ange? La réponse à cette question se trouve quelque part entre les mains de l'homme qui a tout perdu et le monstre qu'il a créé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les coulisses de la finance, n'hésitez pas à la partager. Et pour ne rien manquer sur nos enquêtes, nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo.